Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir M. Jean-Pierre Boucher. Jean-Pierre est consultant, conférencier, chercheur et auteur au carrefour de l'académique et de l'opérationnel. Titulaire d'un PhD en sciences de la gestion, il fait de la recherche en management pour le laboratoire Laroquois de l'Université Paris-Saclay. Il est également créateur et président de Planète Savoir, son entreprise. Il intervient principalement dans le domaine de la transformation numérique des organisations et du management des connaissances, reposant sur la collaboration sociale interactive, source d'intelligence collective et d'innovation. Il est l'auteur du livre « L'entreprise à l'ère digitale, les nouvelles pratiques collaboratives » paru aux éditions de Boeck en 2016. Il a écrit plusieurs dizaines de publications à caractère scientifique et professionnel. Il publie régulièrement des points de vue dans les grands médias français, Le Monde, Les Échos, La Tribune. Dans le cadre de cet entretien de 20 à 30 minutes, Jean-Pierre nous parlera de ce qu'est la gestion des savoirs, tout en faisant la distinction entre ces deux versants, celui de la structuration et celui de la socialisation. Il nous partagera quelques pratiques efficaces et nous mettra en garde quant aux dérives possibles dans le fonctionnement de communautés de pratique. Enfin, il nous expliquera ce qu'il qualifie de nouvel écosystème collaboratif de gestion et de circulation du savoir. Bonjour Jean-Pierre et bienvenue à ce Télésommet 2017. Bonjour Marie, comment allez-vous? Je vais très très bien, et vous? Eh bien, écoutez, c'est formidable d'avoir un contact transatlantique, ça va Oui. très bien. Jean-Pierre, pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous résumer votre parcours professionnel? Oui, écoutez, j'ai un parcours qui a en gros 3 étapes. J'ai d'abord une première étape dans la fonction ressources humaines, où j'ai dirigé notamment des groupes importants. Une deuxième étape dans la fonction conseil dans des grands cabinets français. Et puis maintenant, une troisième étape où je suis à la fois, je capitalise les 2 dernières étapes, je suis devenu chercheur, je suis professeur associé à l'Université de Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin. Et donc, j'essaie de combiner, c'est un petit peu ma vocation, ma mission, des approches à la fois académiques et opérationnelles, parce que je pense qu'il y a un dialogue nécessaire et profitable entre ces 2 sphères économiques et académiques et professionnelles. Oui. Jean-Pierre, on parle communément de gestion des savoirs. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Écoutez, dans mon dernier ouvrage dont vous parliez tout à l'heure, j'ai fait le tour d'une trentaine d'entreprises de grands groupes français, j'ai discuté avec des experts et je me suis rendu compte qu'il y a une grande confusion et que ce terme est assez générique et assez flou. Et en réalité, quand on discute et qu'on réfléchit, qu'on explore ce terme, moi je vois vraiment 2 aspects très différents mais qui sont complémentaires. D'une part, un aspect que je qualifie de structuration autour du knowledge management en particulier, et puis un autre aspect, un autre versant, plus horizontal, on en parlera, qui est fondé beaucoup plus sur la socialisation, l'échange de savoir,
et qui fonctionne en particulier à travers les réseaux sociaux d'entreprise et les communautés de pratique. OK. Est-ce que vous pourriez nous les distinguer, ces deux versants-là de la gestion des savoirs? Oui, alors je dirais que ce qui relève de la structuration, du versant de la structuration, c'est, comme je le disais, le knowledge management, c'est essentiellement des savoirs formels, des savoirs en vue de leur utilisation, ou des savoirs formalisés, des savoirs tacites qui ont été formalisés en vue de leur utilisation, de leur réutilisation, de leur enrichissement, que l'on trouve en particulier dans des entreprises, par exemple des entreprises à risque, comme l'industrie nucléaire, qui doivent produire des standards, des référentiels techniques, des modes opératoires, et qui sont élaborés par des sachants en vue donc de la réutilisation dans des contextes assez particuliers. On trouve ça aussi dans des grandes firmes technologiques. Je pense à Accenture et d'autres firmes qui produisent des espèces de codebooks mondiaux, donc des savoirs explicites, pour être également réutilisés notamment par les consultants, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Si on se projette maintenant du côté de la socialisation, du versant de la socialisation, on n'est plus sur des savoirs formels explicites, mais plutôt sur des pratiques. Et dans ce cas-là, on est sur des contenus qui sont beaucoup moins des textes, mais plutôt des vidéos, qui sont plutôt des images, des commentaires. Et là, c'est en quelque sorte le lien qui emporte plus que le bien. On est plus dans une logique, je dirais, people before process, c'est-à-dire qu'on est plus dans la conversation que dans la conservation. Le problème peut-être, mais la limite aussi de ces échanges de type Facebook, c'est qu'on fait beaucoup d'échanges et qu'on ne capitalise pas peut-être suffisamment. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs, mais on va peut-être venir sur ce point un peu plus tard. D'accord. Et donc, selon vous, quelles sont les variables qu'il faut prendre en compte pour le déploiement de la gestion du savoir? Alors, moi, je dirais qu'à travers, encore une fois, tout ce que j'ai pu voir dans ce terrain, dans ces échanges que j'ai vus, dans des grands groupes, auprès d'experts, j'en ai identifié à peu près 5. Le premier, c'est le rapport au savoir, c'est-à-dire la valeur associée à l'usage du savoir au regard de son apport stratégique. Très concrètement, quand vous avez des firmes de haute technologie, il est évident que le savoir est une variable très forte, stratégiquement plus forte que par exemple dans des entreprises de grande surface, tout aussi respectables qu'elles soient, où là on est beaucoup plus sur des choses qui ont moins d'enjeux, en tous les cas, que ces grandes technologiques. Donc on est un peu sur le deep knowledge, il faut une intensité cognitive assez forte. Bien sûr, le deuxième point, c'est la culture, plus exactement la question de la confiance, pardonnez-moi. Alors, la confiance est nécessaire évidemment dans la transmission des savoirs. Elle a une dimension affective, bienveillance, soutien intentionnel et attentionné. Elle doit être aussi cognitive. Mais il est évident que la réputation et la légitimité du détenteur du savoir aussi génèrent de la confiance dans la transmission. Dans le domaine des communautés de pratique et de la socialisation, je dirais que la confiance, elle existe un peu plus dans les compétences du partenaire et dans son aptitude à les articuler avec d'autres membres du groupe, mais aussi dans les intentions, en particulier dans le fait que les autres membres d'une communauté ne vont pas utiliser pour leur connaissance, pour leur profit personnel, je dirais, mais bien dans un souci de bénéfice mutuel collectif. Donc tous ces deux éléments, communauté de pratique et knowledge management, la confiance, effectivement, avec des variantes un petit peu différentes, joue un rôle capital. Évidemment, le troisième point, c'est la culture, le troisième de la collaboration, qui est une variable clé, qui va influencer effectivement la transmission des savoirs à travers la tolérance, la confiance, la considération de la part des membres du personnel. Quatrième, puisque je vais dans l'ordre, il y a la structure de travail, le style de management, qui sont associés souvent. C'est vrai que dans les structures à nombreux niveaux hiérarchiques, bureaucratiques, c'est souvent un frein pour le partage des savoirs, où il y a une logique plutôt verticale, alors que lorsque l'on est dans une entreprise avec peu de niveaux hiérarchiques, beaucoup plus souple, le transfert et permet en tous les cas la culture, parce qu'on tout se tient, favorise effectivement les échanges, c'est moins bureaucratisé. Et puis la dernière, c'est un peu la maturité numérique.
qui est associé souvent à l'appartenance à une firme qui est familière, de nature technologique, donc avec une forte intensité numérique, qui sait bien utiliser le personnel et les réseaux, etc. Mais il faut pas, il faut aussi nuancer cet aspect, parce que moi j'ai vu des entreprises, je pense toujours à cette même entreprise, une grande distribution, de grande distribution en France, où absolument pas de maturité numérique, mais finalement une capacité à rentrer dans ce dispositif de réseau social qui a été extrêmement performante, et la maturité numérique est venue tout à fait naturellement. Voilà à peu près les 5 points que je vois en termes de variables qui tous sont combinés et se entrelacés. Donc, pour avoir un bon système de gestion des savoirs, que ce soit au niveau de la structuration, vous nous dites qu'au niveau de la socialisation, ces 5 aspects-là sont importants, il faut en tenir compte. Absolument, absolument. OK. Et donc, on entend souvent qu'une des difficultés dans la gestion du savoir consiste à gérer et à exploiter des immenses bases de contenu, des textes, des vidéos, des images, ce qui finalement est assez lourd ou qui lui semble relativement lourd. Selon vous, c'est quoi les pratiques les plus efficaces pour faire de la gestion du savoir dans les organisations? Alors là, je ferai également à nouveau une distinction entre la structuration et le knowledge management, dans la mesure où ce sont des savoirs tacites, comme je l'ai dit, des savoirs explicites, pardonnez-moi, formels, comme je l'ai dit, notamment des textes écrits, des schémas. Et dans des entreprises industrielles, il est plus facile de capitaliser, de classer et d'ordonner toutes ces informations parce qu'elles sont importantes, elles sont mises à jour, elles sont très professionnelles. Et là, en général, on n'a pas trop de difficultés dès lors que l'on veut s'investir dans ce travail, et les entreprises le font bien. Je pense à des entreprises que j'ai citées tout à l'heure, comme Accenture, notamment dans le monde du conseil, avec beaucoup de savoir explicite, de codebook. Par contre, dans la partie socialisation, beaucoup plus marquée par des réseaux, par des échanges informels, par des pratiques, par des images, des vidéos, il y a énormément, effectivement, une production considérable de contenu, dont l'enjeu majeur consiste effectivement à, alors là, vous avez raison pour le coup, à trouver un minimum de gestion, parce que c'est particulièrement complexe et inflationniste. On est vraiment dans l'infobésité. Alors, moi, je vois les entreprises qui réussissent le mieux là-dedans, c'est des entreprises qui ont ce que j'appelle, le terme m'échappe, qui font de la curation de contenu. Voilà, le terme m'échappait. C'est-à-dire qu'en fait, les community managers qui sont à la tête des communautés ont comme responsabilité, je dirais, de trier, d'éditorialiser le contenu, de manière à identifier des points importants, supprimer ceux qui sont moins importants, donc de faire vraiment un travail de curation de contenu pour repérer, mettre en valeur, supprimer, hiérarchiser effectivement ces contenus. C'est un travail qui est en cours de construction dans les entreprises, avec l'aide d'ailleurs de moteurs de recherche troisième génération en particulier, qui facilitent les choses. Et là, on a quand même des progrès à faire qui sont en cours, mais qui sont plus difficiles dans cette partie de socialisation. Une question qui me vient, c'est dans l'organisation, vous dites que que les gens doivent épurer cette information-là vis-à-vis de l'info-obésité, qui doivent épurer, puis vous dites que c'est les gens qui le managent. Mais les gestionnaires dans l'organisation, quel rôle ils ont par rapport à que ce soit dans la structuration de l'information explicite ou plus social, plus organique, comme vous avez parlé tout à l'heure? Alors, je dirais que dans la partie structuration, capitalisation, ce sont les sachants qui produisent des savoirs formels, qui sont des savoirs très importants et toujours très professionnels. Alors que de l'autre côté, ce sont les membres des communautés et les réseaux qui produisent effectivement des contenus alors beaucoup plus larges, professionnels ou non professionnels, tout dépend des politiques d'entreprise, et dont là, effectivement, il y a moins de contrôle, il y a moins d'enjeux directs en général, et donc il y a cette profusion. Donc là, les managers et les community managers
doivent s'efforcer effectivement de faire cette curation de contenu dont je parlais, c'est-à-dire de trouver finalement ce qui peut être réutilisé utilement. Bien sûr, il faut des échanges informels qui font partie d'une politique type Facebook, pourquoi pas, mais ça, c'est des stratégies d'entreprise. Mais si on veut vraiment utiliser, réutiliser les échanges de pratiques professionnelles, dans ce cas-là, il est vraiment important, dans cette partie de socialisation, de faire un minimum de structuration pour le coup. Hein. Et la curation de contenu est la voie la plus importante, la plus pratique en tous les cas, celle avec laquelle j'observe en tous les cas des réussites les plus probantes. OK. Mais la nature est différente, hein, parce que dans un cas, vous voyez, structuration, on est vraiment plutôt sur du vertical, du savoir formel explicite, où là, il y a des textes, des schémas, où là, évidemment, c'est très important pour l'entreprise. De l'autre côté, on est plus, hein, effectivement, sur des échanges transversaux, horizontaux, professionnels ou non. Mais l'idée, c'est que si on veut les réutiliser, il faut quand même un petit peu de capitalisation, de structuration pour pouvoir effectivement s'en servir à tout le moins sur le plan professionnel. Et c'est là la difficulté par rapport à l'autre versant. Et qui sont probablement générateurs de possibilités puis d'innovation, parce que c'est là que bien sûr, c'est là qu'il y a une espèce de mouvement là. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, l'innovation est aussi d'ailleurs est aussi valable dans les deux cas. Mais l'innovation est effectivement peut-être plus foisonnante a priori dans le cas de la socialisation, dans la mesure où il y a une espèce de libération de la parole, il y a des plateformes d'innovation collaborative qui se créent, mais aussi dans la structuration, et que là, on a effectivement un appel à la foule interne et externe sur la base de réseaux sociaux. Mais comme je vous le dirai tout à l'heure, en conclusion, l'idée quand même, c'est que ces deux versants cohabitent. Hein, on verra ça tout à l'heure, parce que finalement, c'est ça l'enjeu majeur, c'est ça ce système, cet écosystème dont on parlera dans un instant. Okay. Mais en tous les cas, il est clair que ces deux versants, effectivement, correspondent un peu à deux types de cultures, deux types d'entreprises, mais nous allons voir pour clore, je crois, qu'il faut que ça soit combiné, en tous les cas, au regard des stratégies respectives de ces entreprises. OK. Alors, avant d'entrer dans justement cette partie-là plus de l'écosystème collaboratif dont on va parler tout à l'heure, est-ce que vous pourriez me parler des dérives dans le fonctionnement des communautés de pratique? Est-ce que ça peut apporter certaines dérives? Oui, alors j'en ai observé, il y a des débats là-dessus. En particulier, j'ai observé des gens dans les entreprises qui mettaient des communautés, qui construisaient, des communautés hiérarchiques, fermées, c'est-à-dire des communautés qui épousaient leur contour hiérarchique de leur département. C'est le responsable de service faisait une communauté avec ses collaborateurs. Ce qui, à mon avis, est tout à fait dangereux. En tous les cas, c'est un peu même pervers parce qu'on ne peut pas imaginer que ce collaborateur hiérarchique, qui est en même temps community manager, puisse procéder à des évaluations de son personnel, quitte à le sanctionner, alors qu'on est dans un esprit collaboratif dans une communauté. Donc, personnellement, je trouve que là, c'est une dérive. Ça, c'est une première dérive. Et une seconde dérive aussi, que j'observe aussi, c'est les communautés de projet, qui finalement, sous regard du terme abusif de communauté, on fait finalement des groupes de projets collaboratifs tout à fait classiques, sans intégrer l'esprit de la communauté, hein, qui est quand même un esprit d'idées, de collaboration, d'expression, de confiance. Donc ces deux dérives, hein, à la fois hiérarchiques et puis gestion de projets collaboratifs, qui échappent dans les deux cas à l'esprit des communautés de pratique. C'est un peu ces deux dérives que je soulève en tous les cas, parce qu'elles me paraissent ne pas correspondre à l'esprit. Elles me semblent détourner en tous les cas l'esprit des communautés de pratique qui ne rentrent pas dans ce type de configuration. OK. Et donc, vous décrivez ou vous qualifiez de nouvel écosystème collaboratif de gestion et de circulation du savoir. C'est ce que vous vouliez nous parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un petit peu la synthèse de notre échange. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé une grille de lecture
qui finalement a deux entrées. Enfin, une première entrée que j'évoquais au début de l'entretien entre structuration et socialisation. Et puis une autre entrée verticale, cette fois-ci, entre flux en haut et stock en bas, ce qui fait 4 modèles. Je ne vais pas les développer ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je voudrais surtout retenir ici, c'est que les deux grands versants, socialisation, structuration, ont vocation à se combiner. Je vais vous prendre un exemple extrêmement parlant que j'ai vu récemment. J'ai travaillé avec le CEA, qui est typiquement le représentant de la structuration, qui est très innovant et qui évidemment est d'une entreprise à risque typique, et qui a énormément de règles, de processus très très précis en la matière. Et puis de l'autre côté, j'ai travaillé avec la grande firme Michelin. Et la grande firme Michelin a lancé un formidable réseau social qui marche très très bien. J'ai pu d'ailleurs rencontrer un certain nombre de personnes, des community managers, etc., des membres de communautés. Et dans les deux cas, il m'est apparu, en tous les cas, c'est ça qui est intéressant, que d'une part, au CEA, leur véritable problème, c'est qu'ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas assez de socialisation, qu'il fallait créer des communautés, des réseaux, pour enrichir cette structuration. Et chez Michelin, inversement, le réseau fonctionnait très bien, mais finalement, so what? Pas de capitalisation. J'ai donc fait rencontrer ces deux responsables il y a à peu près il y a quelques mois, qui d'ailleurs ont témoigné dans mon ouvrage. Et donc, on a vu que, en tous les cas, que ces deux responsables avaient déjà commencé à initialiser un renversement vers l'autre côté. Respectivement, le CEA a commencé à créer et activer des comités de pratique en s'inspirant un petit peu de Michelin. Et réciproquement, Michelin s'est beaucoup intéressé à la capitalisation. Donc, l'idée, pour clore et pour bien conclure, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique. Il y a effectivement des modèles liés à des contextes très particuliers. On voit bien que, par exemple, on est beaucoup plus dans la socialisation chez Orange, avec un modèle plutôt axé sur Facebook, mais aussi professionnel, qui tient compte au contexte qu'on a connu dur dans les années précédentes. Il y a effectivement des formes beaucoup plus structurées au CEA qui évoluent, mais parce que là, c'est lié au métier. Le tout, c'est de trouver la bonne combinaison harmonieuse entre ces deux versants en fonction du contexte, en fonction de la culture, pour créer finalement un écosystème collaboratif qui soit performant pour l'entreprise et pour le personnel qui y participe. Voilà un petit peu en quelques mots la synthèse. OK. Et peut-être une dernière question, étant donné que les gens qui nous écoutent sont des gestionnaires de tous les niveaux hiérarchiques et secteurs d'activité, comment ils peuvent faire bénéficier à leurs équipes? C'est quoi les pratiques et les façons de faire en termes de gestion qu'eux développent pour faire bénéficier aux membres de leurs équipes soit de cette gestion des savoirs-là qui est plus structurante ou plus socialisante? Qu'est-ce qu'on attend d'eux comme qualité, comme habileté pour qu'ils puissent faire ça? Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait maintenant de plus en plus d'implication dans les communautés, parce qu'un des vrais problèmes que nous avons aujourd'hui, j'aurais d'ailleurs pu peut-être le dire dans les limites et non pas les critiques, c'est une participation un peu insuffisante. C'est-à-dire que les membres actifs, et je crois que c'est aussi, il faut que les gens se prennent en charge, que les acteurs d'entreprise, pour répondre à votre question, se prennent en charge, participent, donnent pour recevoir, apprennent en partageant, et que l'espace communautaire et l'espace de réseau réticulaire est un espace dont il faut effectivement investir. Et la réponse à la question, il ne faut pas attendre que les choses viennent, mais il faut s'impliquer, il faut donner, afin de recevoir. On revient au vieux principe de l'anthropologue Mauss, qui d'ailleurs est référent par rapport à tout ce qu'on dit, et s'impliquer, partager, produire, échanger, et c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées, pour répondre à votre question, sont celles qui se sont le plus investies, qui ont le plus appris. Donc en quelque sorte, il y a une implication, un engagement, la forme communautaire étant la forme la mieux appropriée, mais pas seulement, les réseaux, etc. Et cet engagement, cette capacité à donner, partager, recevoir, est la meilleure façon, effectivement, de
d'accroître ses pratiques, ses apprentissages et des liens, en définitive, professionnels, voire plus affectifs entre les personnes dans une entreprise. D'accord, OK. Bien, merci beaucoup. Le temps qui était alloué à cet entretien est déjà écoulé, alors Ça passe vite, hein? Ça passe vite. oui, c'est vrai. Merci vraiment d'avoir accepté de participer à ce télésommet. Et évidemment, dans l'ère de la transformation digitale, on a vraiment l'impression qu'il nous faut revisiter hein, toutes les pratiques collaboratives puis de Ouais. gestion des savoirs. Hein. Alors, ben, je vous remercie de nous avoir quand même éclairé sur au moins ces deux principaux versants. Ceci dit, je pense que le sujet est très, très complexe et qu'on a tout avantage à poursuivre notre réflexion. Entre autres, les gens qui nous écoutent vont avoir accès sur le courriel d'invitation que je leur ai fait pour assister à l'entrevue. Ils vont avoir accès au lien qui va amener vers votre livre. Donc, ils vont pouvoir s'en procurer un pour en savoir davantage. C'est très gentil à vous parce que précisément le livre développe tout ceci complètement. Donc, ça, c'est un développement de notre court entretien sympathique. Bien, on voit bien que c'est un sujet extrêmement large et complexe. Hein? Alors, oui, ben, je vous remercie de nous avoir quand même éclairé en peu de temps sur le sujet. Très gentil à vous, c'est un plaisir et ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous et j'espère que ça intéressera les personnes qui nous écouteront et nous verront. OK, merci. Eh bien, pour ceux et celles qui nous écoutent, je voudrais vous dire aussi que j'ai mis sur l'invitation qui vous permettait de venir écouter cette entrevue le lien avec l'entreprise de Jean-Pierre. Alors, www.jeanpierreboucher, Boucher avec un Z à la fin. On dit Boucher, voilà. Voilà. Alors, pour demeurer évidemment informé des activités de notre télésommet, pour pouvoir échanger, découvrir, vous pouvez aussi joindre justement la page Facebook, un réseau de socialisation. La page Facebook Réinventer la gestion télésommet 2017. J'invite aussi à prendre connaissance des différents courriels que vous recevez pour être au courant des futures entrevues à venir. Alors, je voudrais vous remercier pour l'intérêt porté à cette entrevue et au Télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. J'espère vous retrouver dans le cadre de futures entrevues. Marie Côté, fondatrice de la gestion réinventée et auteure. Merci encore, Jean-Pierre. Merci à vous.